Qu'est-ce qui sépare les grands leaders de ceux qui suivent le troupeau? Qu'est-ce qui leur confère cette aura d'influence et de puissance? Si vous êtes curieux de connaître les secrets qui ont forgé leur destinée, alors préparez-vous à embarquer dans un voyage captivant au cœur de rouages du pouvoir. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astuces et Conseils. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystérieuses 48 lois du pouvoir, un livre fascinant écrit par Robert Greene. À travers cette série de vidéos, nous plongerons en profondeur dans les principes et les stratégies du pouvoir qui ont sculpté l'histoire. Imaginez pouvoir améliorer vos compétences en leadership, renforcer votre influence dans vos relations personnelles et connaître les clés pour réussir brillamment dans vos projets professionnels et personnels. Ces lois vous offriront une valeur inestimable pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Alors si vous êtes prêt à élargir vos horizons, à découvrir des vérités insoupçonnées et à vous élever vers des nouveaux sommets, alors ne manquez pas cette occasion unique de décoder les secrets du pouvoir. Préparez-vous et sans plus tarder, commençons par la première loi. Première loi, ne surpassez jamais le maître. Alors cela signifie qu'il est important de ne pas chercher à s'imposer ou à défier directement celui qui occupe une position d'autorité ou de pouvoir supérieur à la vôtre. Cette loi repose sur l'idée que les individus puissants et influents peuvent être extrêmement susceptibles et méfiants envers ceux qui les entourent, surtout ceux qui semblent chercher à les détrôner ou à les remplacer. Par conséquent, il est sage de montrer du respect et de la loyauté envers son maître ou son supérieur plutôt que de chercher à s'affirmer au détriment de sa position ou de son autorité. Donc il est important de comprendre que cette loi ne prend pas une soumission aveugle, mais plutôt un comportement stratégique et respectueux envers ceux qui détiennent le pouvoir, en se plaçant en position par exemple d'écoute, d'apprentissage et de reconnaissance envers son maître. On peut tirer parti de ses connaissances, de son expérience et de son mentorat pour mieux évoluer dans le monde du pouvoir. Alors prenons l'exemple de Tim Cook qui a été un collaborateur clé d'Apple depuis de nombreuses années avant de devenir le PDG de l'entreprise en 2011, succédant ainsi à Steve Jobs, le fondateur emblématique d'Apple. Tim Cook avait rejoint Apple en 1998 en tant que vice-président senior des opérations mondiales et il a joué un rôle crucial dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des opérations contribuant au succès de l'entreprise. Alors, lorsque Steve Jobs est tombé malade en 2004, Tim Cook a assumé la direction d'Apple temporairement, montrant ainsi sa capacité à gérer efficacement l'entreprise en l'absence de son maître. Cependant, Tim Cook a toujours été clair sur le fait qu'il n'était qu'un intérimaire et il s'est toujours efforcé de préserver l'héritage et la vision de Steve Jobs. Lorsque Steve Jobs est décédé en 2011, la question de savoir si Tim Cook serait le choix idéal pour le poste de PDG s'est posée. Cependant, Cook a rapidement rassuré les investisseurs, les employés et les fans d'Apple en restant fidèle à la vision de Steve Jobs. Il a déclaré que l'objectif principal de l'entreprise resterait inchangé et qu'Apple continuerait d'innover et de produire des produits exceptionnels. Donc, au lieu de chercher à surpasser le génie de Steve Jobs, Tim Cook a choisi d'utiliser les fondations solides posées par son prédécesseur pour faire évoluer l'entreprise. Il a continué à miser sur l'innovation, à développer de nouveaux produits et à élargir la portée d'Apple à l'échelle mondiale. Et donc Tim Cook a également su reconnaître publiquement l'importance de Steve Jobs pour Apple en déclarant qu'il avait été privilégié d'apprendre de lui et de travailler à ses côtés. En exprimant un respect sincère pour son mentor, Tim Cook a montré qu'il comprenait la valeur de ne pas chercher à se placer au-dessus de lui, mais plutôt de bâtir sur les succès du passé. Et au fil des années, sous la direction de Tim Cook, Apple est restée l'une des entreprises les plus prospères et influentes du monde, avec des produits emblématiques tels que iPhone, iPod, Apple Watch, ainsi qu'un succès continu dans le domaine des services et du contenu. La deuxième loi, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Alors la loi ici met l'accent sur l'importance de la prudence dans les relations personnelles et professionnelles. Elle suggère qu'il peut être risqué de placer une confiance aveugle envers ses amis car ils peuvent parfois se montrer imprévisibles, peu fiables ou même profiter de cette confiance pour obtenir un avantage personnel.
En revanche, la loi suggère que dans certaines situations, il peut être plus avantageux de se servir de ses ennemis ou de ceux qui semblent hostiles envers vous. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir méfiant envers tout le monde, mais plutôt être conscient des motivations des autres et utiliser ses connaissances pour naviguer habilement dans les eaux du pouvoir. Si on prend l'exemple de Steve Jobs en tant que cofondateur d'Apple et visionnaire emblématique de l'industrie technologique, il était réputé pour être exigeant et parfois impitoyable dans ses relations professionnelles. Lors de son deuxième passage chez Apple à partir de 1997, Jobs a été confronté à un problème majeur. Apple était en difficulté financière et son système d'exploitation, le macOS, était devenu obsolète face à la concurrence de Microsoft et de son système Windows. Plutôt que de se fier aveuglément à ses amis ou à son équipe existante, Steve Jobs a fait un choix audacieux. Il a décidé de s'associer avec son ennemi Microsoft dirigé par Bill Gates. À l'époque, Apple et Microsoft étaient engagés dans une rivalité féroce, mais Steve Jobs a reconnu que Microsoft avait le contrôle de la majorité du marché des systèmes d'exploitation et des logiciels. Et donc, en août 1997, lors d'une conférence, Steve Jobs a annoncé publiquement un accord de coopération avec Microsoft. Et dans le cadre de cet accord, Microsoft a investi 150 millions de dollars dans Apple, ce qui a aidé l'entreprise à surmonter ses difficultés financières. Cet accord, bien qu'impopulaire auprès de nombreux fans d'Apple à l'époque, a permis à la société de se redresser financièrement et de se concentrer sur le développement de nouveaux produits innovants tels que iMac, iPod, iTunes. En utilisant ses ennemis dans ce cas précis, Microsoft, Steve Jobs a réussi à stabiliser Apple et à créer une base solide pour la renaissance spectaculaire de l'entreprise dans les années qui ont suivi. Donc cette décision stratégique démontre comment Steve Jobs a su mettre de côté les rivalités personnelles pour mettre en œuvre une stratégie pragmatique et orientée vers le succès. La troisième loi, dissimuler vos intentions. Alors cette loi met en avant l'idée que cacher ses intentions et ses véritables motivations peut être un moyen puissant d'obtenir un avantage dans le jeu du pouvoir. Cette loi souligne l'importance de ne pas révéler ses plans ou objectifs trop tôt, car cela pourrait permettre aux autres de se préparer et de s'opposer à vous. En dissimulant ses intentions, on peut garder le contrôle des informations que l'on partage avec les autres et créer un certain mystère autour de ses actions. Cela peut conduire à une forme de pouvoir et de manipulation car les autres peuvent ne pas savoir ce que vous préparez réellement. Donc la dissimulation des intentions peut être utilisée à différents niveaux, que ce soit dans les relations personnelles, les négociations commerciales, la politique ou même dans le cadre de projets d'envergure. Elle peut aider à créer un avantage stratégique en vous permettant de contrôler le flux d'informations et de garder vos concurrents ou adversaires dans l'incertitude. Voici un exemple. Au début du 19e siècle en Europe, il y avait plusieurs royaumes avec des populations germanophones. L'Allemagne telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas encore et ces royaumes étaient divisés. Mais un homme rusé et ambitieux nommé Otto von Bismarck avait un plan secret en tête. En tant que député au Parlement prussien, Bismarck savait qu'il voulait unifier ces royaumes en une seule nation puissante, mais il savait aussi qu'il devait cacher ses véritables intentions pour y parvenir. Alors, beaucoup de ses collègues députés étaient favorables à l'idée de déclarer la guerre à l'Autriche, pensant qu'il pouvait la vaincre facilement. Cependant, Bismarck savait que le moment n'était pas encore propice à une telle guerre. Il avait besoin de temps pour renforcer l'armée prussienne et s'assurer du soutien des autres royaumes germanophones. Alors, il décida d'utiliser la ruse pour dissimuler ses véritables intentions. Au lieu de faire campagne ouvertement pour la guerre, il fit l'éloge des Autrichiens en public et parla de la folie des conflits armés. Cette tactique déconcerta ses collègues députés qui finirent par changer leur vote en faveur de la paix. En apparence, Bismarck semblait être un homme en faveur de la paix, mais en réalité, il préparait minutieusement son plan pour la guerre. Il savait que s'il dévoilait ses véritables intentions trop tôt, il risquerait d'être confronté à des obstacles et à des résistances. Donc, grâce à cette dissimulation stratégique, Bismarck parvint à gagner du temps et à consolider son pouvoir. Lorsque le moment fut propice et que l'armée prussienne fut prête, il lança enfin la guerre contre l'Autriche. Grâce à des manœuvres habiles et à l'aide d'autres royaumes germanophones, il remporta la guerre et réalisa son ambition d'unifier l'Allemagne.
Donc cette histoire démontre comment la dissimulation stratégique peut être un outil puissant pour atteindre ses objectifs dans le jeu du pouvoir. Savoir quand garder ses intentions secrètes et quand les dévoiler est une compétence essentielle pour tout leader ambitieux et perspicace. La quatrième loi, dites-en toujours moins que nécessaire. La quatrième loi met l'accent sur la prudence et la réserve dans la communication. L'idée fondamentale derrière cette loi est de contrôler l'information que l'on partage avec les autres en évitant de révéler trop de détails ou des informations sensibles. En disant moins, on se protège, on conserve une certaine flexibilité et on préserve ses intérêts. Cette loi repose sur l'idée que le pouvoir peut être affecté par ce que les autres savent ou ne savent pas. Si l'on dévoile trop d'informations, cela peut être utilisé contre nous ou nous rendre vulnérables. En gardant une part de mystère et en ne disant que ce qui est strictement nécessaire, on contrôle l'image que l'on projette. Alors, dans son livre Les 48 lois du pouvoir, Robert Greene partage un exemple fascinant illustrant la quatrième loi. Une histoire qui remonte à 1825 lorsque Nicolas Ier devient le nouveau tsar de Russie. À cette époque, certaines personnes n'étaient pas satisfaites de son règne et se rébellèrent, souhaitant que le pays se modernise et rattrape le reste de l'Europe. Cependant, Nicolas s'opposait fermement à cette idée. Il écrasa cette rébellion avec force et condamna l'un des leaders de la révolte, Kondraty Ryleïev, à mort. Mais lors de son exécution, un incident étonnant se produit. La corde du gibet se rompit et Ryleïev survécut à la pendaison. Surprenant tout le monde, il s'exclama alors. « Vous voyez, ils ne peuvent même pas fabriquer une corde décente en Russie. » Ce commentaire parvint aux oreilles de Nicolas Ier, qui avait initialement envisagé de gracier Ryleïev. Cependant, en entendant ces mots, le tsar changea d'avis et annula la grâce. Ryleïev fut pendu à nouveau le lendemain, cette fois sans incident. Donc, cette anecdote captivante met en évidence comment un simple commentaire a eu un impact considérable sur le destin de Kondraty Ryleïev et a même influencé la prise de décision de Nicolas Ier. C'est un rappel percutant que nos paroles peuvent avoir des conséquences énormes, surtout dans le monde du pouvoir. Dire trop peut parfois causer des problèmes et influencer le destin de ceux qui aspirent au pouvoir. Il est donc sage de réfléchir attentivement avant de parler afin d'éviter des ennuis inutiles et de préserver notre position et notre influence. La cinquième loi, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Dans le contexte de la cinquième loi, il est essentiel de comprendre que la réputation est une ressource précieuse et fragile. Elle peut prendre des années à construire, mais peut être détruite rapidement par un seul acte malheureux ou par des rumeurs malveillantes. Une réputation solide peut attirer des opportunités, des alliances et des collaborations, tandis qu'une mauvaise réputation peut entraîner la méfiance, l'isolement et des conséquences négatives dans tous les aspects de la vie. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain et icône de la lutte contre l'apartheid. Mandela a passé 27 ans en prison pour son engagement dans la lutte contre le système d'apartheid en Afrique du Sud. Pendant son incarcération, il a veillé à maintenir sa réputation de leader déterminé et juste malgré les tentatives du gouvernement sud-africain de le dépeindre comme un terroriste et un criminel. En sortant de prison en 1990, Mandela a su capitaliser sur sa réputation de symbole de la lutte pour la justice et la liberté. Il a œuvré avec détermination pour mettre fin à l'apartheid et pour établir une démocratie multiraciale en Afrique du Sud. Sa réputation d'homme de paix et de réconciliation a joué un rôle crucial dans la transition pacifique du pays vers la démocratie. Mandela a également été reconnu pour sa sagesse et sa capacité à rassembler les gens de tous horizons. Sa réputation d'homme d'État respecté lui a permis de gagner le soutien tant au niveau national qu'international. Donc en protégeant méticuleusement sa réputation de leader juste, pacifique et déterminé, Nelson Mandela a pu influencer positivement des millions de personnes, laisser un héritage durable et incarner la puissance de la persuasion morale dans la politique mondiale. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie de notre série sur les 48 lois du pouvoir inspirées du livre fascinant de Robert Greene. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces 5 lois clés aussi captivantes que je les trouve moi-même.
En récapitulation, nous avons exploré des concepts puissants qui peuvent transformer notre approche du pouvoir et de l'influence. De la première loi, ne jamais dépasser le maître, à la cinquième loi, protéger votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Chacune de ces lois nous offre une perspective unique pour réussir dans nos relations et nos projets tout en restant fidèles à nos valeurs. Si vous souhaitez que je continue cette exploration et que je vous présente davantage de lois puissantes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de la partager et de me laisser un pouce bleu si cela vous a été utile. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.